Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Tchin tchin. Trop bon. C'est une tisane infusée à froid de chez Palais d'été. Je sais plus c'est quoi le nom de la tisane par contre. Jardin anglais. C'est une tisane avec que des morceaux de fruits, elle est trop bonne, j'adore, et je la fais à froid l'été quand il fait chaud. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tag, non pas le tag, la pile à lire, enfin le challenge, enfin ce que vous voulez, en gros, Séverine du compte Il est bien ce livre fait un challenge tout l'été, donc du 21 juin jusqu'au, je sais plus la date de fin, si c'est la date de fin de l'été ou le 31 août, je crois que c'est le 31 août, donc du 21 juin au 31 août, et il faut lire soit 5, 10, 20 ou 30 livres et plus, taille S, M, L, XL, je crois. Cette vidéo est totalement improvisée, genre il est mercredi 15h30, j'avais rien d'autre à faire que de tourner une vidéo et de retourner toute ma bibliothèque pour trouver des livres à vous présenter. Ma foi, on va bien voir ce que ça donne. J'ai essayé de régler la lumière pour pas que je sois tout blanc pour une fois. Je pense avoir réussi, mais je vais me situer donc entre le L, je crois le slip, ou le XL, donc le calbar quoi. Comme toujours, je suis en sobriété même pour mes sous-vêtements, des petits ananas. Donc moi j'ai préparé un peu plus de 20 livres, je suis entre 20 et 30 livres, en sachant que je lirai probablement d'autres livres que ce qu'il y a là, et certains qui sont là, je ne les lirai pas car je me connais. Néanmoins, j'aimerais bien en lire le plus possible. Donc on va passer tout de suite avec mes deux lectures en cours, vu que là je filme, on est le 23 juin, donc j'ai déjà 2 jours, sauf que ça fait 2 jours que je suis sur les deux mêmes livres, donc en fait ça sera les 2 premières lectures du challenge. Ça sera Insectes de Maxime Chatham que je lis en lecture commune avec Virginie. Donc là, j'en suis presque à la moitié parce que on est à la moitié de la semaine et qu'on le lit sur une semaine. Et le deuxième livre, ça sera Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est du fantastique de l'Europe de l'Est. On va suivre une jeune fille qui se fait embrigader pour rentrer dans un institut spécial, un institut d'études spécialisées. On ne sait pas trop en quoi consistent ces études. Elle n'a pas vraiment le choix. En gros, c'est soit ça, soit on tue des gens dans ta famille. Et elle se retrouve dans un internat hyper strict, hyper normalisé, avec des gens un peu dénués de sentiments. C'est très flou, là j'en suis à plus de la moitié. Pour l'instant, j'étais très très emballé au début. C'était très frais, très original. Et au final, très vite, le soufflet est retombé. Je vous en parlerai très rapidement en point de lecture. Mais je pense pas que ça va être la claque à laquelle je m'attendais. Là, ça fait déjà 2 lectures. Et on va commencer tout de suite à la pile à lire. Donc, j'ai fait des thèmes. J'ai fait un thème, je me suis moi-même fait des thèmes. Auteur chouchou, genre des livres que j'ai vraiment envie de lire parce que c'est des auteurs que j'affectionne beaucoup et que du coup, j'aimerais bien les lire. J'ai fait contemporain théâtre, des romans que j'ai achetés de contemporain et 2 pièces de théâtre que j'ai envie de lire. J'ai fait un thème thriller polar parce que c'est un challenge de la Madame Séverine, donc la reine du polar et du thriller. Donc voilà, j'en ai inclus 4, mais de toute façon c'est des 4 que j'ai envie de lire. J'ai fait un thème jeunesse et un thème imaginaire. On commence par quoi? On va commencer, allez, vu que c'est le challenge de Séverine, on va commencer par les polars et les thrillers. Donc en premier, je me suis mis un Franck Tillier, La Chambre des Morts. C'est la première enquête de Lucie Bell, donc que j'ai déjà rencontrée dans le syndrome E, si vous vous rappelez bien. J'avais bien aimé, même entre Charcot et Lucie, c'était Lucie que je préférais, donc je suis content de découvrir sa première enquête. J'ai eu une grosse déconvenue avec Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est la première enquête de Franck Charcot, que je vous présenterai dans le prochain point lecture normalement. Et donc du coup là, j'espère ne pas être déçu. Le Franck Charcot avait été publié en 2004, celui-là a été publié en 2005, donc il n'est pas beaucoup plus vieux, donc j'ai peur que c'est mal vieilli comme Train d'enfer. En plus, celui-là, c'est le préféré, je crois, le Tillier préféré de ma copine Virginie, donc Totalie Brune, avec qui je fais la lecture commune de Chatham. Donc c'est la première enquête de Lucie, je crois que ça se passe dans le nord, à côté de Lille, et il va être question d'éoliennes, il me semble. Je pense, parce que vu que sur la couverture, il y a une éolienne. Un champ d'éoliennes désert, soudain le choc d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule, à ses côtés un sac de sport, dedans 2 millions d'euros. What's going on? I don't know. On verra bien. En tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir. Et en plus, comparé au Charcot, il est un peu plus court. Il fait que 300 pages, alors que les Charcot tournent autour de 400-450 pages. Ensuite, j'avais trouvé en brocante, non pas en brocante, en bouquinerie, Dans l'œil noir du corbeau de Sophie Loubière, donc qui est l'autrice de L'enfant au caillou, mais que je n'ai pas encore trouvé. Dans ce roman, on va suivre Anne, qui est une quarantenaire, vieille fille, je crois, et qui aime beaucoup les émissions culinaires. Et elle va vouloir retrouver son amour d'enfance, qui est un Américain qu'elle a rencontré 25 ans plus tôt, enfin d'enfance, son premier amour à ses 20 ans, quoi. Donc elle va aller à San Francisco, et elle va découvrir qu'il y a une affaire, et du coup, elle va être avec un ex-inspecteur,
et elle va lui faire un buffet. Enfin, je sais pas trop de quoi il est question. Je sais qu'il est question de bouffe, du coup, parce qu'il est question de festin et d'émissions culinaires de San Francisco, et moi, ça m'a suffi pour me plaire. Et sur la couverture, on voit les vieux tramways de San Francisco qui montent sur les hauteurs. Ça me donne envie de découvrir Sophie Loubière. Je sais pas du tout ce que ça vaut, parce que je crois que j'ai jamais entendu parler de ce roman. On verra bien. Apparemment, elle a écrit un monument avec l'enfant en caillou. Est-ce que celui-là est aussi bon? Surprise! Ensuite, ma petite saga de l'été. Ça fait maintenant 2 ans que je lis chaque été le poche de la relique du chaos, non, de la saga du soleil noir. Donc là, c'est le 3e tome parce que le 4e vient de sortir en grand format. Dedans, c'est un peu une histoire policière, historique, aventure dans la Seconde Guerre mondiale. Il est question de retrouver des reliques sacrées en forme de croix gammée. On va être avec les Allemands d'un côté et l'Alliance de l'autre. Non, pas l'Alliance. La Triple Alliance. Je sais plus. J'ai oublié mes cours d'histoire. Mais en gros, on va être avec les gentils d'un côté et les méchants, les Allemands de l'autre. On va suivre un marchand d'art, une archéologue, une héritière du Pays Basque, je crois, ou en tout cas du sud-ouest de la France. Enfin, quelque chose, plein de gens comme ça, la résistance française. Là, il est question des Romanov, donc je pense qu'on va passer par la Russie. À chaque fois, on voyage beaucoup. Je vous dis, le premier tome, c'est en Espagne. Le deuxième, je crois qu'on est allé aux États-Unis. Enfin, voilà. Ça nous permet de voyager, c'est de l'action, il y a du rythme. Ça prend pas trop la tête et en même temps, c'est divertissant et un peu historique. Donc, j'aime bien cette saga. Et dès que le poche sort en début d'été, je l'achète pour le lire sur la plage. Et ensuite, le dernier polar que j'ai envie de me faire, c'est De chair et d'os de Dolores Redondo. J'avais lu Le Gardien invisible en début d'année, que j'avais beaucoup aimé, donc les enquêtes de Amaya Salazar. Ça se passe au Pays Basque, il pleut des cordes, la mythologie se mêle un peu à l'enquête, et en même temps, on suit de très près la vie de Amaya Salazar, qui est une enquêtrice qui a eu une histoire familiale assez compliquée, notamment avec sa mère. C'est un peu la vie personnelle de l'enquêtrice, avec une enquête. En général, sa famille est mêlée. Enfin, dans le premier tome, sa famille était mêlée à l'enquête, de près ou de loin. Et en même temps, il y a des légendes et des mythes du Pays Basque. C'est très divertissant, c'est très bien écrit, c'est assez dense. Les personnages sont complets, c'est un peu gros, ça fait 600 pages. Mais je passe toujours un bon moment. Enfin, je passe toujours un bon moment. J'ai passé un très bon moment avec le premier tome, donc j'ai envie de découvrir la suite de cette histoire. Ensuite, on va passer dans les contemporains. Je me suis dégoté récemment Sally Rooney, Conversation entre amis, qui est le premier tome de l'auteur. J'avais lu au tout début de ma chaîne Normal People, qui était une espèce de romance irlandaise, enfin une romance écrite par Sally Rooney, qui est irlandaise, contemporaine, mais c'est pas une romance au sens romance, c'est une romance plutôt sous couvert de critique sociale, de critique de la société irlandaise, critique un peu de la jeunesse de nos jours, quoi. Donc là, ça va se passer vraiment à Dublin, parce que dans Normal People, on n'était pas à Dublin, il me semble. Frances et Bobby, étudiante et poète performeuse, rencontrent Melissa, photographe et écrivain, et son mari Nick, acteur. Ensemble, ils refont le monde, critiquent le capitalisme, prennent des photographies, écrivent et vivent. Donc voilà, on va être avec un peu un couple à 4, quoi, enfin 2 couples. On va être avec 2 couples qui vont refaire le monde. Je pense que ça va être très acerbe et très critique, encore une fois, envers la société contemporaine. Et rien que de toute façon, quand on voit étudiante et poète performeuse, rencontre photographe, écrivain et acteur, ça a l'air d'être assez cynique. Donc j'espère que ça va me plaire. Normal People, ça avait été une bonne découverte, mais pas non plus une claque dantesque. Enfin, je l'avais bien aimé, mais sans plus. C'est chez Point, donc c'est la nouvelle typo là qu'ils utilisent, enfin la nouvelle police qu'ils utilisent sur la tranche. Mais c'est pas tout à fait la nouvelle couverture, c'est une couverture pleine, alors que les nouvelles, c'est juste un petit carré avec le titre et l'autrice qui est écrit là. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même la nouvelle ligne éditoriale de chez Point, et j'aime beaucoup cette collection. Je me suis pris, parce que j'avais un bon d'achat, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais qu'on l'a vu passer des milliers de fois, partout, que tout le monde a l'air d'avoir adoré. On nous dit que c'est un hymne à la nature plébiscité par plus de 8 millions de lecteurs. 8 millions, c'est énorme, 8 millions. Je l'ai vraiment acheté juste à cause du bandeau et du fait de l'avoir vu passer partout. Et puis parce que j'aime bien le petit animal là qui a, je sais pas c'est quoi, c'est un héron. J'aime bien les hérons. Ou une grue cendrée. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdrix par-dessus les temps. Monter dans les nuages, la forêt chantait, le soleil brillait. Au résumé, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la forêt de Jane England, où on va être avec une petite fille abandonnée à ses 10 ans dans la forêt avec un homme, je crois, Tate.
qui va l'aider à se construire et à grandir. Et en fait, tout le monde tout le monde appelle cette petite fille la fille des marais parce que on sait pas trop qui elle est, si elle est analphabète, à qui elle parle, etc. Ça a l'air intriguant. J'avais beaucoup aimé Dans la forêt. Je sais pas si on s'en rapproche ou pas. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment un bon roman de l'été. C'est la Caroline du Nord, donc c'est quand même un peu le sud des États-Unis déjà. Et j'aime bien. Ensuite, 2 petites pièces de théâtre. En attendant Godot de Samuel Beckett. Ça serait vous prendre pour des idiots si je vous fais le pitch. En gros, je crois qu'on va être avec 3 personnages au bord d'une fontaine et ils attendent quelqu'un ou quelque chose comme ça en tout cas. C'est Samuel Beckett, c'est En attendant Godot. C'est un classique du théâtre que je n'ai toujours pas lu ni vu. Il faut que je remédie à ça. Ça va probablement être une des toutes premières lectures de ce challenge parce que j'ai envie de savoir à côté de quoi je passe. J'espère que le micro capte bien parce qu'il est plus bas que d'habitude à cause de cette veste. On verra bien. Ensuite, une autre pièce de Ionesco que je n'ai toujours pas lue, Macbeth. Je pense qu'on va être dans une réécriture de Macbeth de Shakespeare, mais sous la plume totalement absurde et délurée de Ionesco. Ça me donne énormément envie. Je vais voir. Pareil, ça c'est assez court, donc ça va se lire très vite et très rapidement. Ensuite, j'ai décidé de lire La 7e fonction du langage de Laurent Binet. Alors là, on va être sur un polar un peu psychologique, philosophique, politique, tout ce que vous voulez, parce qu'on va être avec l'assassinat, enfin le meurtre, la mort de Roland Barthes qui se fait renverser par une camionnette en 1980. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas trop, donc on va suivre 2 inspecteurs qui vont enquêter sur la mort de Roland Barthes. On va croiser Giscard d'Estaing à l'Élysée, Foucault dans un sauna gay. J'avais déjà commencé à lire ce roman à la sortie, mais je ne l'avais jamais terminé. Je l'ai trouvé en poche en bouquinerie pour 3 fois rien, il est juste abîmé ici, mais bon, c'est pas très grave. J'ai envie vraiment de me replonger dedans. J'ai jamais rien lu d'autre de Laurent Binet. En tout cas, celui-là me donne trop envie. J'adore la politique. J'adore ces romans un peu à cheval entre plusieurs genres qu'on ne sait pas trop classer. Ça m'avait l'air, je me rappelle quand même, parce que ça fait un bout de temps, mais que c'était assez ardu peut-être à appréhender. Déjà, ça s'appelle la 7e fonction du langage. Quelle est cette 7e fonction du langage? Parce que je crois que dans les cours théoriques, il n'y a que 6 fonctions au langage. Donc ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Et en même temps, bah voilà, on verra bien. Ah, c'est celui qui a écrit H, 4H, sur Himmler, Heydrich, je sais plus. C'est un roman sur soit sur Himmler, soit sur Heydrich. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de lire Laurent Binet, la 7e fonction du langage. Et ensuite, un court roman dans cette collection de réédition de chez L'Olivier. Ça s'appelle En retard pour la guerre de Valérie Zenati. Et c'est pas Julie Zenati. Et si je m'en sors, être vivant pour être mort. C'est quoi cette chanson? C'est Julie Zenati. Dans En retard pour la guerre de Valérie Zenati, ça se passe en janvier 1991 et c'est suite à l'ultimatum de l'ONU envoyé à Saddam Hussein quand le Irak a envahi le Koweït. Donc il est question du conflit au Moyen-Orient entre l'Irak, les États-Unis, Jérusalem. On va suivre une jeune étudiante en histoire qui va se poser plein de questions, il va être question du huis clos parce que en fait apparemment je crois qu'il y a un couvre-feu qui va être instauré sur Jérusalem vu que Saddam Hussein menace tout le monde d'utiliser des armes chimiques. Enfin, c'est un conflit que je connais très peu, donc du coup j'ai envie d'en apprendre plus. Là ça a l'air assez court, ça fait moins de 200 pages, donc j'ai peur qu'il faille que je fasse. J'ai peur de devoir faire des recherches peut-être et de ne pas tout comprendre. Au pire, c'est pas grave, je ferai quelques recherches sur ce conflit, enfin ces conflits, parce que là vraiment, c'est une zone du monde où il y a 12 conflits par an entre 12 pays différents. Enfin, je dis ça avec le sourire, c'est absolument pas drôle, mais voilà. Ça m'intéresse d'en découvrir plus sur cette partie du monde et sur ces conflits, donc je le lirai peut-être avec plaisir En retard pour la guerre. Ensuite, pour ce qui est des romans jeunesse, j'ai acheté Le Passeur de Lois Lowry, quoi, si vous voulez que je parle en bon français. En fait, il n'y a pas de 4e de couverture. Voir au-delà d'un monde parfait. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté dans la librairie jeunesse qui a ouvert dans ma ville. Je crois que c'est un monde où il n'y a pas de sentiments, où on ne sait pas ce que c'est que de se faire mal, que de tomber amoureux, que d'avoir des amis. Un truc dans le genre, je ne sais pas. En tout cas, c'est un classique de la jeunesse. J'ai trouvé la couverture magnifique avec ce vieillard, cet adulte et cet enfant. Il coûtait pas très cher, 6,80 € alors que l'édition est super belle. C'est publié chez Medium Poche. C'est quoi Medium Poche? C'est une maison d'édition, moi, ça? Chez l'École des loisirs. Et ça m'intrigue, voilà. Et bah tiens, pour faire la part belle à l'École des loisirs. Ah, mais c'est la collection Medium Poche. Bah, j'avais même pas remarqué que j'en avais 2 dans cette collection. Donc je vais lire Maïté Coiffure.
où là il est question d'un jeune collégien qui pour son stage de troisième ne sait pas trop où aller, sa mère essaye de le faire rentrer dans sa boîte ou dans la boîte de son père, et au final il passe devant son salon de coiffure et il dit à sa mère qu'il a envie de faire son stage de troisième dans le salon de coiffure avec Maïté. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aimer la coiffure? Est-ce qu'il va être question peut-être d'identité, d'orientation sexuelle? J'en sais rien. C'est très évasif dans la 4e de couverture, c'est du jeunesse. Marie-Aude Muraille, elle est quand même assez réputée pour ses écrits, donc voilà. 2 cours romans jeunesse chez l'École des loisirs. Moi j'ai un souvenir des romans tout fins de l'École des loisirs que je lisais au collège ou en primaire, je sais pas trop c'est quoi la tranche d'âge, mais en tout cas j'aimais beaucoup. Ensuite je me suis pris Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé chez Rouergue, le tome 1, L'Art du naufrage. Là c'est encore une fois un coup des sirènes du marketing parce que j'ai trouvé la couverture magnifique. Je sais plus de quoi ça parle. Donc c'est une série qui est assez ancienne en 4 tomes apparemment. Je crois que les 4 tomes sont sortis d'ailleurs. Je sais pas s'ils sont en poche. Moi je l'ai acheté en grand format chez Rouergue d'ailleurs. Ça se trouve ils existent en poche. Et là on va être avec un prince qui sillonne les mers depuis 2 ans. Et fatigué, il décide de rentrer chez lui. Donc je sais même pas pourquoi il sillonne les mers, on nous le dit pas. Mais lors de ce voyage retour sur son royaume, donc le royaume de Pierre d'Angle, une passagère clandestine va monter sur leur bateau et apporter la vérité et la lumière. Franchement, c'est assez mystérieux, ça m'intrigue. J'avais envie de lire une bonne saga jeunesse. La libraire de la librairie jeunesse me l'a recommandé en me disant que c'était plutôt qualitatif. J'aime bien les éditions Rouergue, enfin j'ai lu déjà quelques titres de chez eux, j'ai toujours bien aimé, notamment Sirius, je vous le mettrai ici, que j'avais adoré, j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'ai lu il y a un bout de temps, mais c'est un roman post-apocalyptique jeunesse, mais très beau, très poétique, qui fait vraiment une ode à la nature et à la faune et à la flore. Et donc voilà, donc j'ai cédé à Rouergue et à leurs belles éditions avec Le Royaume de Pierre d'Angle. Maintenant, on va passer à l'imaginaire. Donc en premier, en fait non, c'est même pas de l'imaginaire, c'est de la science-fiction parce que c'est 4 romans de science-fiction. En tout premier lieu, j'aimerais lire Fondation de Isaac Asimov, qui est le premier tome de la saga Fondation, non, du cycle Fondation, le cycle de Fondation 1. Donc dans le cycle de Fondation, il va être question de psychohistoire. C'est une science qui permet de prédire l'avenir en fait. Et en prédisant l'avenir, ils vont voir que leur civilisation, leur monde, va s'effondrer voilà, dans 3 siècles et qui après va être suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Si ils arrivent à mener à terme le projet Fondation, ils vont peut-être pouvoir réduire ces 30 000 années à 1 millier d'années, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a l'air de la hard science-fiction. Moi, c'est pas vraiment mon délire. Est-ce que je vais accrocher? Est-ce que je vais bien aimer? Je sais pas. J'ai envie d'essayer. En même temps, c'est malin, j'ai acheté les 4 tomes, mais je me suis pas ruiné parce que je les ai achetés d'occasion, donc je les ai payés chacun 20 ou 50 centimes. Découvrir la science-fiction pure et dure, un peu classique, avec Asimov, c'est le challenge que je me lance. Pour être dans de la science-fiction un peu plus contemporaine, avec en plus des notions LGBT, j'ai prévu de lire L'espace d'un an de Becky Chambers. Je vous l'ai présenté des milliers de fois, il faut vraiment que je lise parce que j'ai envie de le lire, mais je sais pas pourquoi, je le repose à chaque fois que je sors un nouveau livre. Là, on va être avec Rosemary, une jeune humaine qui arrive sur un vaisseau qui s'appelle le Voyageur et elle va vivre des aventures dans ce vaisseau, je crois. Elle y apprend à vivre et à travailler avec des représentants des différentes espèces de la galaxie. Il est question de guerre parce que c'est un vaisseau qui a l'air d'approvisionner des soldats, plein d'espèces. Il y a un capitaine, des grenouilles, des extraterrestres, des trucs couverts de plumes multicolores, enfin voilà. Plein d'espèces, une humaine qui débarque dans ce vaisseau qui s'appelle le Voyageur. Et qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a eu le prix Hugo de la meilleure série littéraire. J'ai envie de découvrir Becky Chambers parce que j'arrête pas de la voir passer partout et qu'apparemment c'est de la science-fiction positive, donc il va pas te mettre dans un sale mood, donc c'est exactement tout ce que je recherche, donc voilà. Ensuite, pour continuer dans la science-fiction un peu classique, j'ai trouvé Le Neuromancien donc dans cette magnifique édition du Diable Vauvert. Je vous l'ai déjà présenté en book haul. On va être avec un mec qui peut, en gros, j'ai l'impression, rentrer dans les ordinateurs et vivre dans Internet, enfin vivre dans les interfaces. Voilà, c'est un cow-boy des interfaces, un hacker lâché sur les routes du cyberespace. Ça me fait un peu rire parce que interface, cyberespace, hacker, c'est des termes qui paraissent un peu désuets de nos jours parce que ça a dû être écrit dans les années 90, donc on était au balbutiement d'Internet et de peut-être l'informatique, mais en tout cas ça m'intrigue de savoir est-ce que ça a bien vieilli. C'est une nouvelle traduction, la couverture est magnifique, ça me fait penser à un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus du tout c'est quoi le titre. C'est un gros jeu vidéo là, dont tout le monde a parlé, on verra bien. En tout cas, ça m'intrigue vachement et moi quand il y a une belle édition, j'adore, donc voilà. Et enfin, le roman que je vais vous faire gagner
que je me suis racheté pour moi-même, qui est également au Diable Vauvert, Pollen de Joël Vintrebert. En fait, je vous le fais gagner parce que je ne l'ai pas lu. Je voulais vous offrir un roman imaginaire et c'est ma libraire qui m'a conseillé celui-là qui a été selon elle très très bon. Ça date de 2003, c'est de la science-fiction féministe et française. Il est question de civilisation matriarcale, utopiste et pacifiste qui maîtrise les naissances. En gros, pour un homme, elle fait naître 2 femmes. Donc la civilisation est toujours plus nombreuses en femmes qu'en hommes, vu qu'ils contrôlent tout ça. Et en plus, les hommes, ils deviennent des guerriers, mais ils sont relégués sur une autre planète. En gros, j'ai l'impression qu'ils vivent pas sur la même planète que les femmes. En tout cas, je sais pas trop, mais il va être question de rébellion parce qu'une société aussi contrôlée rien que par les naissances, ça apporte toujours des questions et des rébellions. C'est assez court, ça fait 300 pages. Le format est assez petit, hein. C'est un peu plus petit qu'un poche classique, peut-être un peu plus large aussi. Ça m'intrigue cette société matriarcale utopiste et j'aime bien quand ça dégénère un peu à cause de trop de contrôle. Ensuite, les auteurs chouchous, j'ai décidé de lire Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Hormis la saga Vernon Subutex, c'est le dernier Despentes qui me reste à lire, sinon je les aurais tous lus. Il va être question de Valentine qui a disparu et tout le monde va se mettre à la rechercher entre Paris et Barcelone. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans le résumé. Ça a eu le Renaudot en 2010. Certains disent que c'est un des meilleurs de Virginie Despentes. Moi, je les ai presque tous aimés, hormis un ou deux qui m'ont laissé un peu plus pantois. Mais donc voilà, je me l'étais gardé pour la fin. C'est un des plus gros aussi de Virginie Despentes. Elle a plutôt l'habitude d'écrire des petits romans. Celui-là, il fait 400 pages. C'est une valeur sûre pour moi, Virginie Despentes. Je vous dis, j'ai tout lu, j'ai presque tout aimé, donc tout aimé. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté. Marraine de Jean-Baptiste Andréa. J'aurais pu le mettre dans la jeunesse parce que je crois que c'est une plume un peu plus... Enfin, pas jeunesse, mais adolescente en tout cas, prix des lycéens folio. Ça se passe dans les années 60 et on va être avec 2 ados qui vont se rencontrer dans une station-service et voilà, je crois que ça se passe en France, non? La vallée de l'As, je sais pas où que c'est la vallée de l'As. J'ai l'impression qu'ils vont se donner un peu, je sais pas si j'extrapole totalement, mais ils vont se courir le garçon et la fille l'un après l'autre. J'ai l'impression qu'ils vont se repousser chacun un peu dans leur retranchement à chaque fois et que ça va peut-être virer au drame, j'en sais rien, je me trompe peut-être totalement. En tout cas, Marraine de Jean-Baptiste Andréa, après le gros coup de cœur que j'ai eu pour Des Diables et des Saints, je pouvais pas passer à côté de celui-là. Ensuite, dans les auteurs, c'est pas un auteur chouchou parce que j'ai lu qu'un roman de lui, mais c'était une très bonne découverte et j'en ai plusieurs à lire de lui, donc j'ai décidé de lire Aquarium de David Vann. Dans Aquarium, on va suivre une petite fille qui se rend dans un aquarium, justement à New York, je crois. Non, Seattle. Elle se rend à l'aquarium de Seattle assez souvent et elle va y rencontrer un vieil homme. En gros, là, vous voyez, il y a le vieil homme et là, il y a la jeune fille. Et ils vont développer une relation d'amitié. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous promet la 4e de couverture. Mais cette relation va un peu déplaire à ses parents parce que la petite fille cache à ses parents, je crois, qu'elle se lie d'amitié avec un vieil homme. Comme toujours, quand il est question d'une jeune fille, donc 12 ans, et d'un vieux monsieur 60 ans, une soixantaine d'années, on va toujours se poser des questions. Est-ce que ça va plus loin que de l'amitié? Est-ce qu'il y a eu agression sexuelle? Est-ce qu'il y a contrainte? En plus, avec la plume de David Vann qui est toujours un peu à cheval entre le archi-gore et le gore, enfin pas le gore, mais entre le archi-glauque et le glauque, c'est très très glauque. Glauque, glauque, glauque. On entend ce mot à tout va à cause de Isa, je ne te remercie pas. Enfin bref, voilà, c'est toujours un peu angoissant cette ambiance dans les David Vann. En tout cas, ça l'était dans le Shukwan Island. Donc, je lirai sûrement Aquarium. Je compte continuer ma découverte. On voit strictement rien, je suis désolé. Je compte continuer ma découverte de Chantal Thomas avec Café de la mémoire. Alors là, je ne suis pas sûr que ça fasse partie du cycle de livres qu'elle écrit autour de ses souvenirs et de ses récits de voyage. Je crois que c'est de la fiction. On va être avec une jeune bordelaise qui est fascinée par les cafés. Donc en même temps, le titre, c'est Café de la mémoire. Elle vient étudier la philosophie à Bordeaux. Ça a l'air d'être assez un peu dans le genre roman contemporain, un peu comme le Conversation entre amis. C'est un des seuls titres qui m'intéressait vraiment hors récit de voyage, hors chronique, etc. de Chantal Thomas, parce qu'elle écrit beaucoup de biographies et de romans historiques. Et moi, c'est pas vraiment ce qui me branche le plus. Là, ça a l'air d'être plus contemporain, plus de nos jours. Cette histoire de jeune étudiante en philosophie qui arrive à Bordeaux et qui adore les cafés, bah moi, ça me met les cafés, les lieux, hein, vous voyez. Ça m'intrigue, j'ai envie de découvrir un peu plus de Chantal Thomas, donc je le lirai avec plaisir. Deuxième auteur que j'ai découvert cette année et que j'ai envie de tout lire, Laurent Mauvigné. Donc je vous avais déjà présenté Histoire de la nuit. On va être dans un petit bled, 40 personnes qui veulent fêter l'anniversaire d'un de ses habitants, donc une femme, je sais plus, qui a 40 ans. Ils vont se retrouver dans le petit hameau, là, dans le petit bled pour faire la fête. Mais autour de ce hameau, dans la nuit, des hommes rôdent autour de la fête, quoi. Donc ça a l'air d'être un peu sombre, je sais pas trop, très intriguant. Je sais absolument pas ce qui va se passer dans ce roman. Et en même temps, c'est une grosse bricasse. Alors je me dis, comment on peut parler d'hommes autour d'un hameau pendant 600 pages
Je sais pas, à mon avis c'est bien plus que ça, c'est peut-être juste le postulat de départ pour nous intriguer, mais c'est une magnifique édition, en tout cas moi j'adore les éditions de Minuit. Et je me suis procuré en plus un autre Laurent Mauvigné parce que tout le monde me dit il faut que tu lises celui-là, il faut que tu lises celui-là, donc je l'ai acheté. Des Hommes de Laurent Mauvigné aux éditions de Minuit, donc dans la collection Minuit Double. Et là par contre il va être question de guerre d'Algérie. Rappelez-vous, j'ai adoré là, Nos richesses de Kauter Adimi qui parlait, pas de la guerre d'Algérie, mais d'un éditeur algérois, donc comment il s'appelait, Edmond Charlot, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui a vraiment existé, hein, bien sûr. Et on parlait de la relation entre la France et l'Algérie, et j'avais adoré, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me rappelle qu'en histoire, on l'avait étudié, mais trop rapidement, je trouve qu'on passe trop vite sur ce chapitre, qui est quand même, à mon avis, un plan super important de l'histoire de France, la guerre d'Algérie et la relation coloniale entre la France et l'Algérie. Donc j'ai envie de voir ce que Laurent Mauvigné nous propose. Donc là, on va être avec des soldats français qui ont fait la guerre d'Algérie, qui sont allés en Algérie pour faire la guerre et qui sont revenus en France. Et on va vivre un peu ce retour à la vie normale, enfin ce retour en France et comment ils le vivent après les horreurs qu'ils ont pu voir en Algérie. Ça m'intrigue encore plus parce que mes deux grands-pères, il me semble, ont fait la guerre d'Algérie. Moi, ils m'en ont jamais parlé vraiment, donc j'ai envie d'en savoir plus sur ces hommes qui ont fait la guerre et qui sont revenus en France et que c'était, j'allais dire c'était il y a pas longtemps, maintenant c'était il y a 70 ans parce que c'était dans les années 60, mais c'est quand même pas si loin que ça pour la France qui est un pays qui n'est censé presque plus être en guerre. Ça m'intéresse vachement et je pense même que je lirai celui-là avant La Grosse Pavasse, Histoire de la nuit, parce qu'il est quand même plus court. Il fait que 300 pages et c'est un poche. Ah ben c'est tout. Et au final j'ai été super vite je trouve. Alors désolé si j'ai parlé méga rapidement de certains romans, c'est juste que j'avais peur que ce soit trop long et que ce soit un enfer à regarder. Si certains romans vous ont intéressé, de toute façon je vous remettrai, je vais pas faire le chapitrage parce que là je suis passé tellement vite sur certains romans que je vais vous mettre tous les romans en barre d'infos. Je vous invite à aller les consulter. Donc si vous avez lu certains romans de cette sélection, dites-moi lequel il faut vraiment que je ne passe pas à côté et que je lise votre préféré si vous deviez en choisir qu'un dans tout cela et que vous avez lu. Au total, là, je vous ai présenté 25 livres. À savoir que je dois lire encore 3 romans pour le prix Fnac, donc 25, 26, 27, 28. Donc on va arriver à 28 romans, si je lis tout, bien évidemment. Donc, désolé encore pour l'euro. Donc si j'en rajoute 2 et que je les lis tous, j'arriverai bien à 30 romans d'ici le 31 août. À voir, parce que me connaissant d'ici le 31 août, même si j'ai prévu de ne plus acheter de romans pour cet été, je ne vais pas tenir cette résolution du tout. En tout cas, je me suis dit que je pouvais m'autoriser les poches et les occasions étant donné que je fais beaucoup de brocantes l'été, mais à voir. Et par exemple, vous voyez, le Vita Nostra, je l'ai acheté il y a 2 jours. J'ai plein d'autres livres que j'avais envie de lire avant et j'ai acheté le Vita Nostra et je l'ai commencé et je l'ai presque terminé. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager à travers le monde, l'internet, l'interweb, sur la toile, le net, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux. Si c'est toujours pas fait, je vous invite également à vous abonner. C'est toujours gratuit, ça mange toujours pas de pain et ça fait toujours plaisir à moi et à vous, à tout le monde. C'est la fête. Sur ce, chin chin d'Afflelou. On se retrouve très vite pour peut-être un vlog, peut-être un point lecture. J'ai commencé à vlogger, mais j'ai vraiment l'impression que ça va pas être intéressant, donc je sais pas si je vais poster ce vlog. C'était un plaisir de partager cette pile à lire avec vous. Je vous invite à aller sur la chaîne donc, de Séverine, qui a dû publier une vidéo également, elle pile à lire, qui doit durer probablement plus d'1 heure la connaissant. Sur ce, je vous souhaite quoi? Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux.